Allez, on va faire le point sur le phénomène de diffraction en physique. On va voir tout ce qu'on vous demande de connaître au lycée, grosso modo. C'est un phénomène typiquement ondulatoire, c'est-à-dire que ça concernera uniquement les ondes. Mais toutes les ondes lumineuses, les ondes sonores, les vagues dans l'océan, toutes les ondes peuvent diffracter. C'est quoi le principe de ce phénomène? C'est lorsqu'une onde rencontre un obstacle suffisamment petit par rapport à sa longueur d'onde, elle va partir dans plusieurs directions après l'obstacle. Regardez sur le schéma, en bas, vous avez un laser qui envoie une onde qui avance en ligne droite. Elle va rencontrer un petit obstacle, ici une fente. Et après l'obstacle, la lumière du laser va partir dans plusieurs directions. On dit qu'elle diffracte. Mais l'onde ne va pas partir de la même façon dans toutes les directions. Par exemple, au centre, vous aurez une tache bien lumineuse, mais à certains endroits, il n'y aura pas de lumière. C'est ce qu'on appelle une extinction. Ça ne part pas uniformément dans toutes les directions. Ça va former une figure bien précise sur un écran positionné plus loin. Voilà des vrais exemples de figures de diffraction. En haut, c'est la figure de diffraction typique quand votre obstacle est rectangulaire. Vous avez une tache centrale, qui est 2 fois plus large que les autres, et toutes les taches autour sont de la même taille, il y en a une infinité, mais très vite on ne les voit plus parce qu'elles sont de moins en moins lumineuses. Regardez en bas, on a représenté l'intensité lumineuse de la figure de diffraction. On peut voir que presque toute l'intensité lumineuse est concentrée dans la tache centrale. Les taches secondaires sont beaucoup moins lumineuses. Mais la figure de diffraction dépendra de la géométrie de l'obstacle. Si vous avez un obstacle rond, ce sera des ronds concentriques. Si votre obstacle est carré, on retrouvera la géométrie carrée dans la figure de diffraction aussi. Mais dans tous les cas, on pourra mesurer la largeur de la tache centrale qu'on appellera L. On retrouve L ici sur ce schéma, la largeur de la tache centrale. Parfois dans les cours on la note L majuscule. Deux petites choses à savoir encore sur la figure de diffraction. Quand votre obstacle est rectangulaire, par exemple une fente, la figure de diffraction va s'étaler perpendiculairement à la fente. C'est-à-dire que la figure de diffraction va toujours plus s'étaler dans la direction où l'obstacle était étroit. Si la fente est verticale, la figure de diffraction est horizontale et vice-versa. Et une dernière remarque, la figure de diffraction sera quasiment la même, que votre obstacle soit plein avec du vide autour ou creux avec du plein autour. C'est-à-dire que si au lieu de mettre une fente vide, vous mettez un obstacle plein avec rien autour, par exemple en TP on fait souvent diffracter la lumière d'un laser sur un cheveu, vu de profil c'est un obstacle rectangulaire, eh bien ça donnera quasiment la même figure de diffraction qu'avec une fente vide. C'est pas du tout évident a priori, mais ça se démontre en post-bac. Au lycée on l'admet juste. Maintenant, on est en sciences, donc on veut tout quantifier, avec des formules, des calculs. Quelles seront les grandeurs importantes qui apparaîtront dans les formules? Il y en a 5. La longueur d'onde du laser, ou de l'onde utilisée de manière générale. La largeur de l'obstacle, petit a. La distance entre l'obstacle et l'écran sur lequel on va observer la figure de diffraction, grand D. La largeur de la tache centrale dont on a déjà parlé, qui est toujours bien visible sur une figure de diffraction, parce que c'est la plus lumineuse. Et l'angle de diffraction, θ. C'est précisément l'angle entre le centre de la figure de diffraction et la première extinction sur le bord de la tache centrale. Attention, ce n'est pas l'angle qui correspond à toute la tache centrale, mais à une demi-tache centrale seulement. Voilà les 5 grandeurs importantes. Ce sont elles qui seront reliées par des formules. Maintenant, combien de formules vous devez connaître? Il y en a 2. La première formule, c'est une formule de physique. Ça vous explique comment fonctionne le phénomène de diffraction. Θ sera environ égal à lambda sur A. Ça se démontre en post-bac, mais la démonstration est assez compliquée, donc au lycée, on admet cette formule et on l'apprend juste par cœur. C'est comme ça que ça marche la diffraction. Cette formule nous dit quelque chose de très intéressant, c'est que plus l'obstacle sera petit, plus l'angle de diffraction sera grand. C'est inversement proportionnel. Plus la fente sera fine, par exemple, plus la figure de diffraction sera étalée. C'est pour ça qu'on vous dit dans vos cours qu'il faut que l'obstacle soit suffisamment petit par rapport à la longueur d'onde lambda. Ça permet d'avoir un rapport lambda sur A qui est grand, et donc un θ qui est grand, donc une figure bien étalée, bien visible. En fait, la diffraction, elle existe tout le temps, quelle que soit la taille de l'obstacle. Mais si votre obstacle est trop grand, trop large, votre figure de diffraction, elle existera toujours, mais elle sera tellement ratatinée que vous ne la verrez plus du tout. Vous verrez simplement un point lumineux qui correspond à l'impact de votre laser sur l'écran, comme si s'était rien passé, comme si ça n'avait pas diffracté. Alors en fait, la vraie formule qu'on rencontre en post-bac, et qu'on démontre, c'est avec un sinus normalement. Mais on utilise au lycée une propriété qu'on appelle l'approximation des petits angles, qui nous dit que si un angle est petit et en radian, alors le sinus de l'angle et la tangente de l'angle sont à peu près égales à l'angle. Ça permet de se débarrasser d'un sinus ou d'une tangente pour simplifier une expression. Alors quand on vous dit ça pour la première fois, il faut vérifier par vous-même que ça marche bien. Faut pas faire confiance. C'est très facile à vérifier. On peut tester ça avec notre calculatrice.
La première chose à faire, c'est de régler sa calculatrice en radians. Ensuite, vous allez choisir un petit angle en radians. Je vous rappelle qu'un tour complet, c'est 2 pi radians. Donc il faut un truc beaucoup plus petit que ça. Par exemple, on va prendre 0,1 radian. Vous tapez sinus de 0,1 sur votre calculette et elle vous affiche un résultat avec plein de décimales. Mais ce qui est important, c'est que le résultat, c'est quasiment 0,1. Donc le sinus d'un angle, c'est à peu près l'angle lui-même en fait. Ça marche bien. Faites le même test avec la tangente sur votre calculatrice, mais là aussi, c'est quasiment 0,1. C'est vraiment très proche. Il n'y a pas vraiment de limite à connaître pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un angle suffisamment petit. En fait, plus l'angle va devenir grand, plus l'approximation sera mauvaise. Si vous testez par exemple avec un angle de 0,5 radian, la calculatrice vous affichera environ 0,55. L'approximation commence à être grossière. Maintenant, réglez votre calculatrice en degrés et plus en radians, et si vous refaites les mêmes calculs, vous verrez que ça ne marche pas du tout. L'approximation ne fonctionne que si on est en radians. De toute façon, en science, l'unité officielle, c'est le radian, et pas le degré. Donc par défaut, on s'habitue à utiliser les radians tout le temps maintenant. Ça ne marche pas du tout avec le cosinus, par contre. Parce que quand l'angle devient petit, le cosinus va tendre vers 1, alors que l'angle, lui, tend vers 0. Ça peut pas coller. Vous rencontrerez souvent une variante de cette formule pour un obstacle circulaire. La formule de départ, c'est pour un obstacle rectangulaire, comme une fente ou un cheveu. Pour un obstacle circulaire, on utilise le diamètre de l'obstacle. Mais ça joue le même rôle que la largeur de la fente. C'est pas choquant. Par contre, ce qui est pas du tout évident, c'est le coefficient 1,22. Mais sachez que, actuellement au bac, si vous devez utiliser la variante dans un exercice, la formule sera toujours donnée. Donc vous n'avez pas besoin de la connaître par cœur. Maintenant, la deuxième formule à connaître, c'est une formule de maths. Ça ne décrit pas un phénomène physique. C'est juste de la géométrie basique sur la figure à droite. On va se placer dans le triangle rectangle qui correspond à une demi-tâche centrale, et on va faire de la trigo. Attention, vous devez connaître la démonstration de cette formule. Dans ce triangle, on connaît bien le côté adjacent, c'est D, et on connaît bien le côté opposé, à l'angle θ, c'est la moitié de L. Donc on va poser une tangente, qui est égale à opposé sur adjacent, et en simplifiant cette fraction, on obtient L sur 2D. Je vous rappelle que quand vous avez A sur B le tout sur C, ça fait A sur BC. Pour vérifier, vous pouvez forcer la fraction en bas, et au lieu de diviser par une fraction, vous multipliez par l'inverse. Et là aussi, on va utiliser l'approximation des petits angles, pour se débarrasser de la tangente, pour simplifier. Et on obtient la deuxième formule à connaître pour la diffraction. Au lycée, dans tous les exercices que vous rencontrerez, vous aurez des angles qui seront toujours petits, donc on pourra toujours utiliser ces formules simplifiées qui reposent sur l'approximation des petits angles. Et c'est tout pour les formules. Il y en a deux. Ça veut dire que dans les exercices, parmi les 5 grandeurs importantes, vous aurez au maximum 2 inconnus parmi les 5. Ce sera souvent l'angle et la taille de l'obstacle. Ça peut être les autres aussi. Mais 2 équations, en tout cas, ne vous permettront que de retrouver au maximum 2 inconnus. Et d'ailleurs, la plupart des exercices ont pour contexte le fait de mesurer la taille d'un petit objet grâce à la diffraction. Par exemple, si vous faites diffracter le laser sur un cheveu, il faudra retrouver le diamètre du cheveu. Ce sera l'objectif final. C'est l'une des principales applications de la diffraction avec la lumière, c'est que ça permet de mesurer la taille de tout petits objets, qui auront une taille qui s'approchera de la longueur d'onde d'un laser, donc de la centaine de nanomètres. On ne peut pas mesurer ça avec une règle. Bah, on a la technique de la diffraction. Vous allez souvent utiliser une troisième formule, qui est en fait la fusion des deux précédentes. Puisqu'on avait 2 manières d'exprimer θ, on peut les relier par un signe égal. C'est pas vraiment une nouvelle formule, hein, c'est la combinaison des deux premières. Mais vous allez souvent utiliser ça dans les exos. Très souvent, ce sera A qui sera l'inconnu, à condition de connaître lambda, L et D. Et L sera la largeur de la tâche centrale, vraiment mesurée sur votre écran. Lambda et D seront donnés. Vous aurez tout ce qu'il faut pour calculer le diamètre de votre cheveu. Si c'est pas un cheveu, ça peut être un poil de brosse à dents ou un fil de suture en chirurgie, pour savoir si c'est la bonne taille de fil. Tout ça, ça fait référence à des vrais sujets de bac, hein. C'est pas des exemples au hasard, c'est déjà tombé. Bon, évidemment, faut être capable d'isoler A dans cette formule, hein. Vous pouvez faire un produit en croix pour y arriver en une seule étape. Et après, vous faites l'application numérique. Et c'est tout pour le cours. On a tout dit. Retenez surtout ces 2 formules. Il faut savoir démontrer la deuxième. Et retenez que plus l'obstacle est petit, plus la figure de diffraction sera étalée. Un grand angle θ, ça veut dire aussi une grande largeur de tâche centrale. Donc une figure étalée. Il y a juste une dernière question qui peut vous embêter. C'est si on vous présente ce genre de graphique. Regardez bien ce qu'on a tracé sur les axes. La largeur de la tâche centrale en ordonnée, hein, c'est ce qu'on appelait petit l juste avant. Là, ils l'ont appelé grand L. Et l'inverse de la largeur de l'obstacle en abscisse. Et qu'est-ce qui doit vous frapper sur ce graphique? C'est que c'est une droite qui passe par l'origine. Ça veut dire qu'il y a proportionnalité entre l'ordonnée et l'abscisse. Et la pente de la droite, ce sera le coefficient k. En quoi c'est en accord avec nos formules, ça? Vous vous souvenez de la troisième formule, qui est la combinaison des deux autres?
Eh bien, rien ne vous empêche de remplacer la grande division par A par une multiplication par l'inverse de A. C'est pareil, hein? C'est parfaitement équivalent. Et ça permet de bien identifier, ici, un coefficient de proportionnalité entre L et l'inverse de A. C'est exactement ce qu'on constate avec notre graphique qui est une droite qui passe par l'origine. Il y a peu de gens qui pensent à forcer un peu le 1 sur A sur le côté comme ça, quand on a une fraction au départ. Si vous avez un graphique comme ça, on peut vous demander par exemple de retrouver la longueur d'onde du laser. En fait, elle est cachée dans la pente. Donc il faut faire une mesure de pente sur votre graphique et une fois que vous avez la pente, vous pouvez extraire lambda, la longueur d'onde du laser. Ou encore, si vous mettez un nouvel obstacle avec une taille inconnue devant votre laser, vous aurez une largeur de tâche centrale pour votre objet inconnu et vous pourrez très rapidement retrouver l'inverse de la taille de votre objet inconnu, c'est-à-dire après la taille petit a de votre objet inconnu, en vous appuyant sur le graphique, un peu comme quand vous faites un dosage par étalonnage, pour ceux qui connaissent. Voilà, vous savez tout sur la diffraction au niveau lycée. Il n'y a plus qu'à s'entraîner sur des exercices. À vous de jouer.